s'appelle Mbaïkia Ofal. Pas peur. Donc j'ai pris des personnages que je connais, que je rencontre tous les jours, les noms je veux dire, et du coup les nouvelles sont espèce de va-et-vient, c'est espèce de cheminement entre fiction et réalité. Et vous n'avez pas hésité aussi à utiliser des expressions wolof? Absolument. Je crois que c'est important aussi parce que la langue aussi, elle est là. C'est pas parce qu'on parle et qu'on manipule le français qu'il faut oublier. J'écris des textes en wolof d'ailleurs, j'écris la poésie parce qu'il ne faut pas oublier que moi je suis profondément poète d'abord. Mes 2 premiers recueils, c'était des recueils de poésie, Amour Savane le premier et puis Les Lézardes du Silence le deuxième. Et donc, ce n'est qu'au 3e livre que j'ai écrit un recueil de nouvelles. J'ai un roman qui dort dans mes tiroirs. Et donc, je suis arrivé à la prose plus tard. Mais je suis profondément poète d'abord. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est que aussi, la poésie, c'est d'abord le langage. Exactement. C'est la langue, c'est la scansion, c'est la musicalité, c'est le rythme. Et en même temps aussi, la poésie, c'est l'entre-deux. J'aime bien ce mot entre-deux parce qu'on est toujours entre deux choses dans la vie. Et c'est là, entre deux, que gît le langage, c'est là que gît la langue et surtout la langue d'origine. La langue d'origine, exactement. Et il vous arrive aussi, en lisant vos poèmes, d'être accompagné par la Kora et surtout par Idrissa Diabaté aussi, qui vous accompagne souvent. Absolument, parce qu'en France, parmi les choses que je fais aussi, j'ai un récital de poésie qui tourne très bien en France et aussi à l'étranger. D'ailleurs, j'ai même allé au Fest Livre de Alger, en Algérie. Et c'est vrai que j'adore lire et réciter des poèmes. Je suis. Et pourquoi le balafon? Pourquoi vous faites souvent accompagner? Parce que je vous ai vu la fois dernière, vous êtes fait accompagner par le balafon. Et pourquoi cet instrument-là? Mais parce que j'aime bien les instruments traditionnels. Moi, j'adore les 3 instruments fondamentaux du diali, du griot. Ils sont, c'est le balafon, c'est la kora avec ses 21 cordes, et c'est le ngoni, qu'on appelle aussi khalam, qui est cette guitare à 3 cordes. Et ces instruments-là, pour moi, elles sont profondément... Elles me font subir des mouvements tectoniques, des soubresauts tectoniques. Comme si la terre tremblait, en fait. Et c'est pour ça que je les aime, parce qu'ils me renvoient à la dimension de ma culture, à la dimension de la tradition orale, à la dimension de la parole féconde. Voilà, et on va... Bon, pour ne pas parler d'ombre, il y a Papis qui va nous mettre à une petite musique de Kora et j'espère, pour les auditeurs, que vous nous lirez, vous me ferez un beau poème accompagné de cette musique-là. Oui, merci, toujours avec plaisir. Ah, je me rappelle. Je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas, les cignards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève, je me rappelle. Je me rappelle les fastes du couchant où Kumba Ndofène voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles et des rhapsodies des griots. Je me rappelle à Joal, je me rappelle les voix païennes rythmant le tantum ergo et les processions et les palmes et les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse des filles nubiles, les chœurs de lutte et oh, la danse finale des jeunes hommes, bustes penchés et lancés et le pur cri d'amour des femmes. Corsica, ah, Corsica, Corsica, Corsica. Je me rappelle ma tête rythmant quelques marches lasses le long des jours d'Europe où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote. Léopold Sédar Senghor. Voilà, c'est tellement magnifique et beau à vous écouter. Franchement, merci beaucoup. On va revenir à Ambre et surtout
la dernière partie, Retour à l'océan. Et là, moi, j'ai vu, c'est le journaliste. Je me dis, ça, c'est le journaliste qui écrit. Absolument. J'ai voulu un peu, en même temps, participer à ce débat national aussi sur la presse, sur la déontologie, sur le mercenariat, en même temps sur la liberté. Exactement. Parce que poser ces problèmes-là, c'est poser le problème de la liberté. Mais aussi de nos autorités politiques aussi de nos marabouts. C'est-à-dire, toute cette concussion, cette complicité entre des gens de mauvaise foi, de mauvais aloi, tout cela au nom de quoi? Au nom de l'argent, au nom du pouvoir, au nom de tout ce qui est éphémère en fait, au nom de tout ce qui ne nous renvoie pas à l'essentiel. Et c'est pour ça que j'ai écrit Retour à l'océan. Et j'ai, encore une fois, encore comme par dérision, le personnage du trafiquant, j'ai donné le prénom d'un de mes meilleurs amis turcs, Recep Nuroglu, qui est un de mes meilleurs amis turcs. Donc, vous voyez, c'est pour dire à quel point je ne m'encombre pas de cette considération. Cet individu qui est un individu assez sombre aussi, en même temps, assez interlope. Eh bien, oui, je lui ai donné le nom d'un de mes meilleurs amis, mais pour mieux parler, pour mieux dire justement la chose. Et c'est vrai que c'est comme si je faisais une investigation journalistique, une espèce d'enquête pour arriver enfin à poser le problème. Parce que quand tu dis le trafiquant chronique annoncé d'un paysan lambeau, ça vous dit tout, ça veut tout dire. Exactement. Et moi, là, sur Retour à l'océan, vous dites Recep trônait roi d'un royaume invisible avec des vrais sujets soumis, prêt à toutes les conclusions et compromissions. Il trônait sous leur peur, leur faim et leur soif. Ce royaume invisible, c'était dans sa tête ou bien... Non, c'est pas un royaume invisible réellement. C'est parce que simplement, je dis invisible parce que c'est un royaume qui est tellement large qu'il dépasse Recep. C'est des gens qui viennent nuitamment chez lui, à qui il rend des services. Et donc, des services, très souvent, pas de bons services. Et chaque fois, je dis aux gens, nous sommes dans un pays où il y a deux choses. Quand tu ne crois ni à l'argent, ni aux honneurs, tu deviens un homme de liberté. Et personnellement, je ne crois ni en l'un, ni aux autres. Et c'est ce message-là que vous avez aussi voulu faire passer, ce message de courage, d'abnégation pour tous ceux qui aspirent à une vie meilleure? Absolument, parce que s'il n'y a pas d'abnégation, on ne peut pas construire le futur. Et or, le futur ne peut reposer que sur le passé et le présent qu'on vit. Et sans abnégation, comme le faisaient les grands empereurs, nos grands rois, les Boursines, même les Lingers, qui avaient de l'abnégation. Écoutez, les femmes Ander, comment elles ont fait? Elles sont brûlées dans la case et elles en ont laissé une partir pour qu'elles puissent raconter leur histoire, pour que leurs paroles et leurs actes soient portés. Quelle belle preuve d'abnégation. Le courage de croire en soi, de dire que oui, on est capable, on peut arriver. C'est aussi tout ça? C'est absolument ne jamais abandonner, ne jamais démissionner. Ne jamais démissionner. Et Bob Marley le dit très bien en anglais, don't give up. Ne jamais abandonner. Voilà, on va lire la dernière partie qui m'a un peu aussi. Vous dites, le règne du désordre et de la turpitude tisait ses mailles et son écho se propageait dans toutes les sphères de la société. Recep sentait que les choses lui échappaient, lui qui de toute sa vie n'a jamais flirté avec la peur, commençait à sentir des affres au ventre. Il savait qu'ici cohabitaient deux mondes, celui des choses visibles et celui des forces invisibles. Il craignait beaucoup ce dernier dont son beau-père était l'un des plus fidèles habitués. Le lendemain de la une du quotidien La Vérité qui tirait le trafiquant chronique annoncé d'un pays en lambeaux. J'ai pensé à ce qui s'est passé il y a 2 semaines à Dakar. Amy, vous l'avez senti? Mais justement, c'est ça en fait. C'est quand on sent qu'il y a